L'Allemagne se réarmait depuis 6 ans. En 1939, ce modèle économique était techniquement en faillite. Sans guerre, le Reich s'effondrait sous le poids de sa propre dette en moins de 2 ans. Hitler le savait. Ses généraux aussi. Hjalmar Schacht, l'architecte financier du réarmement, avait démissionné en janvier 1939 après avoir averti que la masse monétaire avait augmenté davantage en 10 mois qu'au cours des 5 années précédentes. La réponse d'Hitler fut de le licencier. Le pacte Molotov-Ribbentrop, signé à peine 9 jours avant le premier coup de feu, avait éliminé le seul véritable obstacle stratégique. Chamberlain avait cédé les Sudètes, convaincu d'avoir acheté la paix. À Berlin, cette concession fut interprétée comme une autorisation de poursuivre. Ce que les livres d'histoire exposent rarement avec suffisamment de clarté, c'est ceci. La guerre qui a commencé ce matin-là n'était pas un acte de folie irrationnelle. C'était la conclusion logique de 20 ans de décisions entremêlées. Le traité qui a humilié une nation. La République qui n'a pas pu se maintenir. Le dirigeant qui a transformé le ressentiment en programme politique. Et l'économie d'un régime qui ne pouvait croître qu'en s'étendant vers l'extérieur ou imploser de l'intérieur. Ce documentaire expose les raisons pour lesquelles la Seconde Guerre mondiale devait commencer en 1939. Le 28 juin 1919, dans la galerie des glaces du château de Versailles, 2 délégués allemands, Johannes Bell et Hermann Müller, avancèrent entre 2 rangées de soldats alliés pour signer le document qui mettait officiellement fin à la Première Guerre mondiale. La salle sentait la cire d'abeilles et l'humanité entassée de centaines de diplomates, de journalistes et de dignitaires. Les fenêtres reflétaient le jardin de Versailles, avec cette perfection géométrique que les rois de France avaient conçue pour exprimer la domination de la raison sur la nature. Aucun détail de la mise en scène n'était anodin. La salle choisie était celle où Bismarck avait proclamé l'Empire allemand en janvier 1871, après la défaite française lors de la guerre franco-prussienne. Le parallèle était délibéré, destiné à graver dans la conscience de chaque Allemand présent l'ampleur du renversement de fortune. Ce que Bell et Müller signèrent n'était pas simplement un document diplomatique, c'était l'architecture du problème qui allait suivre. Le traité de Versailles comportait plusieurs niveaux de sanctions superposés. Le premier était territorial. L'Allemagne perdit l'Alsace et la Lorraine au profit de la France, territoire qu'elle avait conquis en 1871 et qui revenait désormais aux mains des Français, ainsi que les bassins houillers de la Sarre exploités par la France depuis 15 ans. Elle perdit le nord du Schleswig au profit du Danemark, à la suite d'un référendum qui reflétait la volonté authentique de la population locale. Elle perdit de vastes régions à l'est, la Posen, la majeure partie de la Prusse occidentale et le corridor de Memel, au profit de la République de Pologne nouvellement créée. Le cas de Danzig était le plus singulier. Une ville d'environ 357 000 habitants, majoritairement allemande par la langue, la culture et les sentiments, fut transformée en ville libre sous la supervision de la Société des Nations, séparée de l'Allemagne par le corridor polonais, une bande de territoire d'une largeur comprise entre 30 et 90 km qui reliait la Pologne à la mer Baltique et qui, ce faisant, isolait la Prusse orientale du reste du territoire allemand. Les trains reliant Berlin à Königsberg traversaient un territoire étranger. Les camionneurs payaient des droits de douane à une frontière où il n'y en avait auparavant aucune. Pour des millions d'Allemands, la simple existence du corridor était une plaie ouverte qui saignait en silence à chaque nouvelle carte scolaire publiée. Le cas de l'Autriche était tout aussi préoccupant. Les plus de 6 millions d'Allemands de souche de ce pays avaient proclamé en novembre 1918, lors de l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, leur désir de rejoindre la nouvelle République allemande, exerçant ainsi exactement le principe d'autodétermination que le président Woodrow Wilson avait proclamé comme fondement du nouvel ordre international. L'article 80 du traité l'interdisait explicitement. L'Autriche ne pouvait rejoindre le Reich sans l'autorisation de la Société des Nations. L'autodétermination, semble-t-il, n'était applicable que lorsqu'elle produisait les résultats souhaités par les Alliés. La deuxième dimension de la sanction était militaire. L'armée allemande fut limitée à 100 000 hommes, sans chars, sans aviation et sans artillerie lourde. La Rhénanie, la région industrielle à l'ouest du Rhin, fut démilitarisée et occupée par les forces alliées pendant 15 ans. La marine fut réduite à une fraction de sa puissance antérieure.
Les 90 navires de guerre de la flotte hauturière allemande furent internés dans le port écossais de Scapa Flow, où, le 21 juin 1919, une semaine avant la signature du traité, leurs propres équipages les coulèrent pour éviter leur remise. Ce fut un geste de fierté nationale dont les Allemands se souviendraient avec admiration pendant des décennies. L'aviation militaire fut totalement interdite. La troisième mesure était à la fois économique et symbolique. Aucun montant précis de réparation ne fut fixé en 1919, ce qui engendra une angoisse liée à l'incertitude pendant des années. Le montant définitif ne fut fixé qu'en 1921, 132 milliards de marks or, répartis en différentes catégories d'obligations. Mais le principe fut établi dès 1919 avec l'article 231, la fameuse clause de responsabilité de guerre, qui déclarait l'Allemagne et ses alliés responsables de tous les dommages causés par le conflit. Pour le gouvernement allemand, qui avait négocié l'armistice sur la base des 14 points de Wilson et espérait un traité de paix sans vainqueur, l'article 231 était la trahison ultime. Pour la plupart des citoyens allemands ordinaires, c'était un mensonge officiel élevé au rang de droit international. Ce n'est pas seulement le texte du traité qui a suscité le ressentiment. C'est la cérémonie de son imposition. Les délégués allemands ont été convoqués comme des accusés à un procès déjà conclu, et non comme des négociateurs. On leur a remis le document finalisé et accordé 15 jours pour présenter des objections écrites que les Alliés ont examinées et, pour la plupart, rejetées. Lorsque Brockdorff-Rantzau, chef de la délégation allemande, lut la réponse allemande sans se lever devant le président Wilson et les premiers ministres Clemenceau et Lloyd George, ce geste fut interprété comme une provocation impardonnable. C'était en réalité le geste d'un homme qui comprenait qu'on lui demandait d'accepter non seulement une défaite, mais aussi une humiliation, et qui refusait de faire les deux à genoux. Le rôle des États-Unis dans tout ce processus mérite une mention particulière car il définit le contexte dans lequel allait se dérouler la décennie suivante. Le président Wilson était arrivé à Paris en janvier 1919 en tant qu'homme d'État le plus puissant du monde. Ces 14 points avaient promis une paix sans vainqueur ni vaincu, fondée sur l'autodétermination des peuples et sur un système de sécurité collective géré par la Société des Nations. Les alliés européens ont utilisé ces principes de manière sélective, l'autodétermination pour démanteler les empires des vaincus, mais pas pour revoir ceux des vainqueurs, la Société des Nations pour garantir le statu quo qui en résultait et non pour le corriger de manière équitable. Wilson a accepté des compromis qui trahissaient ses propres principes car il croyait que la Société des Nations corrigerait avec le temps les erreurs du traité. À son retour à Washington, le Sénat a rejeté l'adhésion des États-Unis à la Société des Nations en novembre 1919 par 55 voix contre 39, un score insuffisant pour atteindre les 2 tiers requis. Le système qui avait été conçu pour fonctionner avec les États-Unis comme garantie ultime s'est retrouvé privé de sa pièce maîtresse dès le premier jour. Ce qui rend le traité de Versailles historiquement singulier, c'est sa contradiction structurelle. Il était suffisamment dur pour susciter un ressentiment profond et durable, mais suffisamment souple pour laisser intacte la structure fondamentale du pouvoir allemand. L'Allemagne restait un État unifié. Ses frontières continuaient d'englober la plus grande population industrielle d'Europe continentale. Ses ressources en charbon et en acier restaient supérieures à celles de n'importe quel voisin. Avec 65 millions d'habitants contre 40 millions pour la France, son seul rival continental sérieux, l'Allemagne était structurellement la plus grande puissance d'Europe, indépendamment de toute restriction temporaire. L'économiste John Maynard Keynes l'avait clairement compris dès le début. Dans son ouvrage « Les conséquences économiques de la paix », publié en décembre 1919, il affirmait que les réparations ruineraient l'Allemagne et, avec elle, l'ensemble de l'économie européenne. Keynes s'était trompé sur les détails économiques, comme le démontrerait plus tard l'économiste Étienne Mantoux. L'Allemagne aurait pu payer si elle l'avait voulu, car elle disposait des ressources productives nécessaires. Mais Keynes avait raison sur le plan politique. Le ressentiment suscité serait incalculable. La perception d'injustice importait plus que la réalité économique objective. Chaque Allemand qui connaissait des difficultés dans les années 1920 ou 1930 avait une explication toute prête. La faute en revenait à Versailles. Au cours des années 1920,
le système des réparations a fonctionné d'une manière qu'aucun de ses concepteurs n'avait anticipée. Les États-Unis prêtaient de l'argent à l'Allemagne par le biais d'investissements privés. L'Allemagne payait des réparations à la France et à la Grande-Bretagne avec cet argent. La France et la Grande-Bretagne payaient leurs dettes de guerre aux États-Unis grâce à ces réparations. C'était une chaîne circulaire de papier qui dépendait de la poursuite des prêts par les banques américaines. On tenta à 2 reprises de résoudre le problème par des formules plus rationnelles, le plan Dawes de 1924 et le plan Young de 1929. Lorsque la Grande Dépression frappa cette même année, la chaîne se rompit d'un coup. En 1932, lors de la conférence de Lausanne, les réparations furent pratiquement toutes annulées. Le résultat final était paradoxal. L'Allemagne avait fini par payer une fraction de ce qui avait été initialement convenu. Elle avait emprunté, en termes nets, plus qu'elle n'avait payé. Et pourtant, le récit du vol de Versailles avait imprégné chaque recoin de la société allemande. Il n'y avait aucun moyen de réparer ce préjudice politique avec des chiffres économiques. Les chiffres n'avaient pas d'importance, c'était le récit qui comptait. Versailles n'a pas directement créé le nazisme, mais elle a créé les conditions sans lesquelles le nazisme n'aurait pas pu s'enraciner. La République de Weimar est née sans que personne ne l'ait demandé. Le 9 novembre 1918, le social-démocrate Philipp Scheidemann l'a proclamée depuis une fenêtre du palais de Berlin sur un coup de tête pour devancer Karl Liebknecht qui allait proclamer sa propre République soviétique 2 heures plus tard. Personne parmi les dirigeants sociaux-démocrates ne voulait cela ainsi, à ce moment-là, de cette manière. Mais les militaires avaient conduit la guerre au désastre et avaient besoin que quelqu'un d'autre signe l'armistice. Le maréchal Hindenburg et le général Ludendorff ont transféré la responsabilité de la défaite au gouvernement civil qu'ils avaient eux-mêmes demandé de former, et de cette manœuvre est né le mythe le plus destructeur du siècle, la Dolchstoßlegende, le coup de poignard dans le dos. L'idée que l'Allemagne n'avait pas été vaincue sur le champ de bataille, mais trahie de l'intérieur par les juifs, les socialistes et les pacifistes. Ce mythe était historiquement faux, mais il était politiquement imparable. La Constitution adoptée en août 1919 était, en théorie, l'une des plus progressistes au monde. Dans la pratique, elle donnait lieu à un système fragmenté en des dizaines de partis, incapables de former des majorités stables. Entre 1919 et 1933, l'Allemagne a connu 20 gouvernements différents, dont la durée moyenne était inférieure à 8 mois. L'article 48, conçu pour préserver la démocratie en cas d'urgence en permettant de gouverner par décret présidentiel, allait devenir l'instrument de sa destruction. C'est sur le plan économique que la République a définitivement perdu ses citoyens. L'hyperinflation de 1923 a fait grimper le mark allemand à 4,2 billions pour $1 en novembre de cette année-là. Les économies d'une vie s'évaporèrent en quelques semaines. Lorsque Wall Street s'effondra en 1929 et que les prêts américains furent retirés, le chômage atteignit 6,1 millions de personnes en 1932. Les villes se remplirent de files d'attente pour le pain. Chaque Allemand en difficulté avait la même explication à portée de main. La faute en incombait à Versailles, aux traîtres, au système. Dans ce contexte, Hitler n'est pas arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il y a été placé en janvier 1933 par les conservateurs allemands menés par Franz von Papen, qui pensaient pouvoir l'utiliser et le contrôler. Papen affirmait avec une confiance absolue qu'en 2 mois, il l'aurait acculé dans un coin jusqu'à ce qu'il hurle. En 18 mois, Hitler avait fusionné la présidence et la chancellerie en la personne du Führer, éliminé les syndicats, les partis et les gouvernements régionaux, et exiger des forces armées un serment personnel de loyauté envers sa personne. La République de Weimar avait cessé d'exister. Le système conçu pour protéger la liberté individuelle avait parfaitement fonctionné comme tremplin pour la tyrannie la plus efficace que l'Europe ait connue. L'économie allemande s'est redressée à une vitesse qui a stupéfié le monde. Le chômage est passé de 6,1 millions à pratiquement 0 en moins de 4 ans. Les autoroutes traversaient les vallées bavaroises, les usines tournaient en 3 équipes et les vitrines de Berlin étaient à nouveau pleines. Pour des millions d'Allemands qui avaient connu l'hyperinflation de 1923 et le chômage massif de la Grande Dépression, le régime offrait quelque chose qu'aucun gouvernement précédent n'avait réussi à faire, la stabilité et la prospérité simultanées. Le secret ne résidait pas dans le réarmement,
comme on l'a cru pendant des décennies. Il s'agissait plutôt de dépenses publiques massives dans les infrastructures, du contrôle des changes, de la suppression des syndicats pour maintenir des salaires stables, et surtout de l'ingéniosité financière de Hjalmar Schacht. Schacht a financé le réarmement à l'aide de lettres de change émises par une société fictive, la Metallurgische Forschungsgesellschaft, soutenue par Krupp, Siemens et Rheinmetall avec un capital initial d'à peine 1 million de marks. Les fournisseurs d'armement émettaient des lettres de change à l'encontre de cette société fictive. Les banques les escomptaient, la Reichsbank les réescomptait. L'argent parvenait aux usines sans apparaître dans aucun bilan officiel. Selon le témoignage d'Emil Puhl devant les procès de Nuremberg en novembre 1945, entre 1934 et 1938, 12 milliards de Reichsmark ont été émis sous forme de ces instruments, exclusivement pour financer le réarmement. À leur apogée, ils représentaient 6% du PIB allemand. Et les premiers billets émis en 1934 arrivaient à échéance en 1939, créant une crise financière différée qui fonctionnait comme un compte à rebours. En janvier 1939, Schacht remit à Hitler un mémorandum accablant. La masse monétaire avait augmenté davantage en 10 mois qu'au cours des 5 années précédentes, les réserves de devises étaient à un niveau critique et il n'existait aucun mécanisme susceptible d'éviter l'effondrement monétaire si les dépenses se poursuivaient. Hitler le limogea sans ménagement le 20 janvier. Walter Funk prit la tête de la Reichsbank avec pour instruction de supprimer toute restriction sur la création monétaire. Le Reich était pris entre deux impossibilités symétriques. Continuer à dépenser signifiait inflation et effondrement. Réduire les dépenses signifiait chômage et la fin du consensus social qui soutenait le régime. La seule issue était l'expansion. L'Autriche avait apporté ses réserves d'or, la Tchécoslovaquie son industrie de l'armement, la Pologne devait apporter ses ressources agricoles et son industrie silésienne. Chaque conquête était, entre autres, une opération de sauvetage financier de l'ancien système. Le 3 février 1933, 2 jours après son premier discours radiophonique, Hitler s'adressa en privé aux hauts responsables de l'armée allemande. Ce qu'il y déclara était radicalement différent de ce qu'il avait dit en public. Il reprit les idées de Mein Kampf, écrit à la prison de Landsberg en 1924, et du Zweites Buch, son manuscrit de 1928, jamais publié, car trop explicite. L'Allemagne était une nation dont la population était trop nombreuse par rapport à l'espace disponible. La seule solution était la conquête du Lebensraum, l'espace vital en Europe de l'Est, colonisé par les Allemands après avoir déplacé ou éliminé les populations existantes. Pour Hitler, l'économie et l'idéologie étaient indissociables. Le problème de l'Allemagne n'était ni technique ni temporaire. Il était existentiel, et il ne pouvait être résolu que par la guerre. À l'été 1936, Hitler rédigea personnellement le mémorandum du plan quadriennal. L'armée devait être prête pour la guerre dans 4 ans, l'économie adaptée à la guerre dans le même délai. Il nomma Göring commissaire plénipotentiaire, doté des pouvoirs nécessaires pour subordonner toute l'économie aux objectifs militaires. La logique du plan générait ses propres contraintes temporelles. Chaque usine de benzine synthétique construite était un investissement qui n'avait de sens que si la guerre éclatait à temps. Chaque tonne de caoutchouc artificiel produite par I.J. Farben à Leverkusen, à un coût 4 fois supérieur à celui du caoutchouc naturel malais, était une dette qui ne pouvait être remboursée que par le pillage des territoires conquis. L'économie du réarmement était structurellement expansionniste. Pour se maintenir, elle avait besoin de croître, et pour croître, elle avait besoin de territoire. L'armée constituée entre 1933 et 1939 était un instrument conçu pour des coups rapides et décisifs et non pour des guerres d'usure prolongées. Elle serait plus utile en 1939 qu'en 1943, non pas parce qu'elle serait plus puissante en termes absolus, mais parce que l'avantage relatif face à ses adversaires diminuerait au fil des années. À l'été 1938, le général Franz Halder et plusieurs officiers en vinrent à envisager sérieusement un coup d'État contre Hitler si celui-ci entraînait l'Allemagne dans une guerre pour laquelle elle n'était pas préparée. Ils ne le mirent pas à exécution car Munich démontra qu'Hitler avait raison et qu'ils avaient tort. Les démocraties céderaient sans se battre. Le compte à rebours continuait.
Le mot « apaisement » allait devenir synonyme de lâcheté et de myopie. La réalité était plus complexe. La politique obéissait à une logique interne cohérente qui reposait sur des prémices qui, en 1933, voire en 1936, n'étaient pas irrationnelles. L'Allemagne avait des griefs légitimes. Le corridor polonais, Danzig, l'interdiction de l'Anschluss violaient le principe d'autodétermination que Wilson lui-même avait proclamé. La France avait tenté d'isoler l'Allemagne avec l'occupation de la Ruhr en 1923, et le résultat avait été l'hyperinflation et la radicalisation politique. Et surtout, une nouvelle guerre serait catastrophique. Passchendaele, la Somme, Verdun, 600 000 victimes en 10 mois de combat pour une ville de la taille d'une tête d'épingle sur la carte. Personne ne pouvait justifier de répéter cela. Neville Chamberlain n'était pas l'homme faible que l'histoire populaire a dépeint. Il était intelligent, tenace et sincèrement convaincu qu'il pouvait instaurer la paix. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'est qu'Hitler n'était pas un homme politique aux objectifs négociables. C'était un parieur qui ne faisait que monter les enchères. Le piège de l'apaisement était structurel. Chaque concession était interprétée par Hitler non pas comme un signe de bonne foi, mais comme une preuve de faiblesse, ce qui l'encourageait à exiger davantage, ce qui confirmait qu'il aurait mieux valu lui résister dès le début, ce qui rendait plus difficile de résister à la demande suivante sans paraître incohérent. C'était un système parfait pour produire exactement le résultat que tout le monde voulait éviter. La Grande-Bretagne avait en outre une véritable excuse stratégique. En 1937 et 1938, son armée de terre ne comptait guère plus de 2 divisions prêtes au combat en Europe. Les Spitfire et les Hurricane étaient en production, mais en nombre insuffisant. La marine surveillait simultanément l'Atlantique, la Méditerranée et le Pacifique avec le Japon qui menaçait en Extrême-Orient. Ne pas prendre le risque d'une guerre en 1938 était logique. Le problème était que cette logique a été utilisée pour éviter des décisions inconfortables plutôt que pour gagner du temps pour une véritable préparation. La France, quant à elle, disposait de la plus grande armée d'Europe occidentale, mais celle-ci était exclusivement conçue pour la défense. La ligne Maginot s'étendait de la frontière suisse jusqu'à Longwy, mais n'atteignait pas la Manche. Le général Gamelin savait que l'armée française était incapable de mener une offensive sérieuse contre l'Allemagne. Les ministres le savaient et personne ne le disait à voix haute car l'admettre aurait signifié reconnaître que leurs alliances avec la Pologne et la Tchécoslovaquie n'étaient que du vent. Le 7 mars 1936, Hitler ordonna à 3 bataillons de traverser le Rhin et de pénétrer dans la zone démilitarisée de Rhénanie, violant ainsi simultanément le traité de Versailles et le traité de Locarno que l'Allemagne avait signé volontairement en 1925. Les officiers avaient reçu l'ordre écrit de se retirer immédiatement s'ils rencontraient une résistance française. Hitler l'admit plus tard en privé. Les 48 heures qui ont suivi la marche vers la Rhénanie ont été les plus angoissantes de ma vie. Si les Français étaient intervenus, nous aurions dû battre en retraite la queue entre les jambes. C'était le pari le plus fou qu'il ait jamais fait jusqu'alors, et personne ne l'a pris au mot. Les Français ne réagirent pas. Gamelin estima que chasser les Allemands nécessitait une mobilisation générale. La mobilisation générale nécessitait une autorisation politique. Le gouvernement ne voulait pas prendre de décision sans le soutien de la Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne considérait que les Allemands avaient le droit d'occuper leur propre territoire. Le raisonnement circulaire se referma sur lui-même. La Rhénanie fut remilitarisée sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Les conséquences furent énormes. L'Allemagne put construire la ligne Siegfried, rendant toute offensive française vers l'Est incomparablement plus coûteuse. La Belgique, se sentant sans protection, retrouva sa neutralité à l'automne 1936, laissant ouverte la brèche à la frontière nord de la France que les blindés de Manstein exploiteraient en mai 1940 en traversant les Ardennes. Pour Hitler, la leçon fut plus précieuse que n'importe quel territoire conquis. Il avait parié contre l'avis unanime de ses généraux en se basant sur la psychologie politique et non sur l'équilibre des forces, et il avait gagné. Dès lors, les généraux qui l'avertissaient des impossibilités militaires n'étaient pour lui que des instruments de timidité bureaucratique. Il appliqua cette même logique en 1941 lorsqu'il ignora les avertissements concernant l'Union soviétique. Seulement, la Rhénanie s'était bien passée, la Russie non.
Le 12 février 1938, le chancelier autrichien Kurt Schuschnigg arriva à Berchtesgaden pour ce qu'il croyait être une négociation. Il se retrouva face à un interrogatoire de 5 heures. Hitler l'ouvrit par une série d'accusations tandis que 3 généraux, Reichenau, Keitel et Sperl, restaient silencieux dans la salle. Leur présence se passait de mots. Schuschnigg, qui était venu avec des documents prouvant l'existence de complots nazis en Autriche, n'eut jamais l'occasion de les présenter. Il repartit après avoir accepté de nommer Arthur Seyss-Inquart ministre de l'Intérieur, de coordonner la politique étrangère autrichienne avec Berlin et de décréter une amnistie pour les nazis emprisonnés. Hitler avait obtenu gain de cause sans déplacer un seul bataillon. Ce qui s'ensuivit n'était pas prévu. Schuschnigg, dans un geste de désespoir, annonça un référendum pour le 13 mars avec une question formulée de manière à favoriser l'indépendance. Hitler, pris au dépourvu par la possibilité qu'un vote libre bloque l'Anschluss, réagit avec l'improvisation frénétique qui caractérisait sa politique étrangère. Les forces allemandes reçurent l'ordre de se préparer à franchir la frontière dans les 48 heures. Göring coordonna par téléphone la pression nazie à l'intérieur de l'Autriche. Et l'ambassadeur von Papen fut informé de sa propre destitution au moment même où la crise entrait dans sa phase aiguë. L'opération militaire du 11 au 13 mars fut un désastre technique et un triomphe politique. 70% des véhicules motorisés tombèrent en panne en cours de route. Le général Guderian décrivit l'avance blindée comme un musée de voitures en panne au bord de la route. Cependant, le référendum qui suivit enregistra 99,7% de soutien à l'annexion au Reich, un chiffre manipulé mais qui reflétait également un enthousiasme populaire sincère qui surprit les organisateurs allemands eux-mêmes. Mussolini, qui en 1934 avait mobilisé des troupes au Brenner pour dissuader précisément cette opération, resta complètement immobile. L'Europe protesta officiellement et ne fit rien de plus. La leçon que Hitler tirait de chaque succès restait la même. Le calcul psychologique fonctionnait mieux que le calcul militaire. La Tchécoslovaquie était le problème le plus complexe auquel Hitler avait été confronté, car c'était le plus solide. C'était une démocratie fonctionnelle, en fait la seule véritable démocratie qui subsistait en Europe centrale en 1938, dotée d'une véritable armée de 34 divisions raisonnablement bien équipées. Ses positions défensives dans les montagnes des Sudètes, que les ingénieurs tchécoslovaques avaient construites avec l'aide de techniciens français depuis 1935, formaient un système de forteresse que les généraux allemands eux-mêmes considéraient comme un obstacle sérieux. Elle avait conclu des alliances formelles avec la France, signées en janvier 1924 et renouvelées, et avec l'Union soviétique, signée en mai 1935. En termes purement militaires, l'attaque de la Tchécoslovaquie en 1938 aurait été l'entreprise la plus risquée que l'Allemagne ait jamais tentée. Le général Ludwig Beck, chef d'état-major de l'armée allemande, l'a dit explicitement dans un mémorandum de mai 1938. Les forces allemandes n'étaient pas en mesure d'exécuter le plan vert, l'attaque de la Tchécoslovaquie, sans risquer une défaite stratégique. Beck démissionna en août 1938 précisément parce qu'il ne pouvait accepter l'ordre de préparer cette opération. Ce fut la seule démission officielle d'un général allemand en signe de protestation contre la politique d'Hitler. La solution d'Hitler n'était pas militaire, elle était politique. Les Sudètes, 3,5 millions d'Allemands de souche vivant dans la bande frontalière entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne, en constituèrent le vecteur. Leur chef, Konrad Henlein, reçut des instructions précises à partir de mars 1938, exigeait toujours plus que ce que le gouvernement tchécoslovaque pouvait accorder. Selon ses propres mots, consignés dans un rapport adressé à Hitler le 28 mars 1938, « Nous devons toujours exiger tant que nous ne puissions jamais être satisfaits. » L'objectif n'était pas d'obtenir des concessions. Il s'agissait de démontrer que la Tchécoslovaquie était un État non viable car incapable de satisfaire les revendications de sa minorité la plus nombreuse. Le président Edvard Benes avait sa propre stratégie. S'il acceptait toutes les revendications raisonnables des Sudètes et que ceux-ci continuaient à rejeter l'offre, cela prouverait que le problème ne résidait pas dans l'injustice tchèque, mais dans la provocation allemande. Et alors la Grande-Bretagne et la France seraient obligées de soutenir la Tchécoslovaquie.
C'était un raisonnement d'une logique irréprochable, mais qui comportait une faille fatale. Il sous-estimait la détermination de l'Occident à éviter la guerre à tout prix, pourvu que cela n'implique pas une humiliation trop visible. Le 15 septembre 1938, Chamberlain s'envola pour Berchtesgaden afin de rencontrer Hitler en personne. C'était la première fois de sa vie que le Premier ministre britannique montait dans un avion. Il avait 69 ans. Hitler lui a dit que les Allemands des Sudètes devaient rejoindre le Reich et que tout retard entraînerait une catastrophe. Chamberlain a répondu qu'en principe, il ne s'opposait pas à la cession de ces territoires, à condition que les problèmes pratiques. Hitler, qui était venu avec l'intention d'exiger et d'intimider, se trouva face à une offre qui, dans les grandes lignes, correspondait à ce qu'il voulait. Il promit de ne pas recourir à la force tant que les négociations se poursuivraient. Chamberlain rentra à Londres, convaincu d'avoir fait un grand pas vers la paix. Ce qu'il avait fait, c'était le premier pas vers une capitulation qu'il ne reconnaissait pas comme telle. Les semaines suivantes furent une succession de concessions qui s'accéléraient. La Grande-Bretagne et la France firent conjointement pression sur le gouvernement tchécoslovaque pour qu'il accepte de céder les territoires à majorité allemande. Lorsque les Tchèques protestèrent, on leur rappela que sans le soutien britannique et français, la Tchécoslovaquie serait seule face à l'Allemagne. Lorsque Beneš demanda ce qu'il adviendrait de la garantie soviétique, on lui répondit que l'URSS n'agirait que si la France le faisait en premier et que la France n'agirait que si la Grande-Bretagne le faisait, et que la Grande-Bretagne ne le ferait pas. L'isolement de la Tchécoslovaquie fut donc, dans une large mesure, l'œuvre de ses propres alliés. Le 22 septembre, Chamberlain revit Hitler à Bad Godesberg. Hitler avait monté les enchères. Il voulait désormais que les troupes allemandes occupent immédiatement les territoires cédés avant tout processus formel de transfert. Chamberlain rentra à Londres avec des négociations apparemment rompues. La conférence de Munich des 29 et 30 septembre 1938 fut officiellement convoquée à l'initiative de Mussolini, bien que le texte de l'accord ait été en grande partie rédigé par le ministère allemand des Affaires étrangères et remis au duché afin qu'il le présente comme sa propre initiative de médiation. Chamberlain, Daladier, Hitler et Mussolini se réunirent sans représentants tchèques ni soviétiques. L'accord qu'ils signèrent cédait les Sudètes à l'Allemagne selon un calendrier d'occupation par étapes. Objectivement, c'était tout ce qu'Hitler avait demandé à Berchtesgaden, amplifié par le facteur humiliant que c'était la Tchécoslovaquie qui avait dû l'accepter sans avoir été consultée. Les représentants tchécoslovaques attendirent dans une pièce voisine. Ils furent informés des conditions à 2 heures du matin le 30 septembre. Daladier les accueillit avec une certaine gêne. Chamberlain bâilla et dit qu'il était fatigué, mais agréablement fatigué. Le lendemain, Chamberlain demanda un entretien supplémentaire avec Hitler et lui apporta un document qu'il avait rédigé lui-même. Une déclaration bilatérale selon laquelle l'Allemagne et la Grande-Bretagne ne se feraient plus jamais la guerre et régleraient leurs différends par la voie de la consultation. Hitler la signa avec la même facilité qu'il signait tout le reste. Ce n'était que du papier et de l'encre. Chamberlain brandit le document en descendant de l'avion à Heston. « J'ai obtenu la paix dans l'honneur », déclara-t-il. Puis, à Downing Street, devant la foule, « Je crois que c'est la paix pour notre temps ». Le soulagement des personnes rassemblées là était sincère. La leçon de Munich fut dévastatrice pour tous les participants, mais de différentes manières. Pour Hitler, ce fut la confirmation que les hommes d'État occidentaux étaient, selon ses propres termes, de pauvres créatures, incapables de résister à la pression lorsque celle-ci était suffisamment intense. Pour les généraux allemands qui avaient averti que l'Allemagne n'était pas prête pour la guerre, ce fut la démonstration que le Führer avait raison et qu'ils avaient tort, la guerre n'avait pas été nécessaire. Pour Staline, ce fut la preuve que les démocraties occidentales préféraient canaliser l'agression nazie vers l'Est, plutôt que de l'affronter directement. L'exclusion de l'URSS de la conférence de Munich fut le signe le plus clair qu'un système de sécurité européen était en train de se mettre en place pour l'exclure, et que le seul bénéficiaire de cette exclusion était l'Allemagne. Pour les Tchèques qui se retrouvèrent sous occupation allemande à partir d'octobre 1938, le prix à payer fut plus immédiat et plus concret. Le Sudetenland comprenait les industries d'armement de Skoda et de Brno, les positions défensives dans les montagnes et le réseau routier stratégique. La Tchécoslovaquie, amputée de ses défenses naturelles,
était désormais un État indéfendable. Munich a été l'arrêt de mort de la Tchécoslovaquie prononcé 6 mois avant l'exécution. Le 15 mars 1939, les troupes allemandes entrèrent dans Prague. La Bohême et la Moravie devinrent un protectorat du Reich. La Slovaquie se déclara État indépendant sous protection allemande. Le président Emil Hácha, un vieil homme de 66 ans souffrant de problèmes cardiaques, avait été convoqué à Berlin le 14 mars et reçu par Hitler à 1 heure du matin. Au cours des heures qui suivirent, une combinaison de menaces directes, la ville serait bombardée s'il ne signait pas, et de pression psychologique constante le conduisit à un arrêt cardiaque. Il fut soigné par le médecin personnel d'Hitler, le docteur Theodor Morell, puis convaincu de signer la capitulation officielle de l'État tchécoslovaque. Göring nota par la suite dans son journal que les avions étaient cloués au sol à cause du brouillard et que la menace de bombardement n'était qu'un bluff. Hácha l'ignorait. Cette initiative était qualitativement différente de toutes les précédentes. L'Autriche était une population allemande qui souhaitait rejoindre le Reich. Les Sudètes étaient des Allemands qui voulaient l'autodétermination. Prague était la capitale d'un État à majorité tchèque et non allemande. Hitler avait explicitement promis à Munich que les Sudètes constituaient ses dernières revendications territoriales en Europe. 6 mois plus tard, il occupait un pays que personne ne pouvait présenter comme faisant partie de l'espace vital allemand. La réaction à Londres fut immédiate et viscérale. Le 17 mars, à Birmingham, Chamberlain prononça un discours qui marqua la fin d'une époque. Il demanda de manière rhétorique si l'occupation de Prague était la dernière attaque contre un petit État ou le premier pas vers la domination mondiale par la force. Il ne répondit pas à la question, mais le fait de la poser publiquement signifiait que la période de l'apaisement sans restriction était terminée. Le 31 mars 1939, Chamberlain lut à la Chambre des communes une déclaration qui allait changer le cours de l'histoire. La Grande-Bretagne et la France garantissaient l'indépendance de la Pologne. Si la Pologne était attaquée et décidait de résister, les deux puissances la soutiendraient par tous les moyens à leur disposition. C'était la première fois que la Grande-Bretagne s'engageait en temps de paix à défendre un État d'Europe de l'Est. Cette garantie comportait des contradictions qui sautaient aux yeux de n'importe quel analyste militaire. La Grande-Bretagne n'avait aucun moyen de défendre militairement la Pologne. Il n'y avait ni frontière commune, ni accès maritime direct entre les deux pays. La seule puissance capable d'acheminer des forces terrestres efficaces sur le théâtre d'opérations polonais était l'Union soviétique, et la garantie n'incluait pas l'URSS. La Pologne rejetait catégoriquement toute forme de coopération militaire avec les soviétiques, qu'elle considérait comme aussi menaçant que les Allemands eux-mêmes. La garantie était, en pratique, un pari diplomatique, l'espoir que la perspective d'une guerre avec la Grande-Bretagne et la France dissuaderait Hitler d'attaquer. La pièce la plus étrange et la plus décisive de tout l'échiquier était l'Union soviétique. Staline avait observé les événements de 1938 et 1939 avec un mélange d'inquiétude sincère et de calcul froid. Munich avait confirmé ses pires soupçons. Les démocraties occidentales n'avaient pas l'intention de s'opposer à Hitler. Elles préféraient diriger l'agression allemande vers l'Est, vers l'URSS. L'exclusion de l'Union soviétique de la conférence de Munich était le signe le plus clair de cette intention. Si l'objectif avait été collectif, défendre l'ordre européen contre l'agression, l'URSS était une partie prenante disposant d'une armée de plusieurs dizaines de divisions. La décision de ne pas l'inviter ne pouvait être interprétée que comme la décision de construire un système de sécurité européen qui l'excluait. Les négociations entre les puissances occidentales et l'URSS au printemps et à l'été 1939 constituent l'un des chapitres les plus frustrants de la diplomatie du XXe siècle. Le récit chronologique est accablant pour la Grande-Bretagne et la France. La première proposition soviétique est arrivée le 17 avril, 2 jours après que les Britanniques eurent fait leur première approche. La réponse occidentale a mis 3 semaines. Alors que les Soviétiques répondaient en quelques jours, les Occidentaux mettèrent des semaines. Lorsqu'il a finalement été convenu d'envoyer des missions militaires à Moscou pour négocier la coopération technique, la délégation britannique a voyagé à bord d'un cargo, le City of Exeter, plutôt qu'en avion, passant près d'1 semaine en route.
une affirmation concernant l'absence d'avions disponibles que personne ayant accès aux ressources de l'Empire britannique ne pouvait faire avec sérieux. La composition des délégations militaires envoyées à Moscou en août était tout aussi révélatrice. La délégation française était dirigée par le général Doumanque, un officier de haut rang chargé de conclure un accord le plus rapidement possible. La délégation britannique était dirigée par l'amiral Drax, un homme sans pouvoir plénipotentiaire, ce qui transformait toute négociation en un exercice sans conséquences contraignantes. Les Soviétiques, qui avaient envoyé Kliment Vorochilov en personne, commissaire à la défense et membre du Politburo, ont immédiatement perçu la différence. La question centrale que Vorochilov posa aux missions militaires le 14 août 1939 était parfaitement concrète. L'armée rouge pourrait-elle traverser les territoires polonais et roumains pour entrer en contact avec l'ennemi en cas de guerre avec l'Allemagne? C'était la question que tout planificateur militaire aurait identifiée comme fondamentale dès le premier jour des négociations, car la géographie était évidente. L'URSS n'avait pas de frontière directe avec l'Allemagne en 1939. Pour atteindre les Allemands, les Soviétiques devaient passer par la Pologne ou la Roumanie. Sans cet accès, tout engagement militaire soviétique était purement rhétorique. Les délégations occidentales n'avaient pas de réponse, car personne à Londres ni à Paris n'avait demandé cette réponse au gouvernement polonais et roumain avant d'envoyer les missions à Moscou. La réunion s'est levée sans accord. 3 jours plus tard, Vorochilov a reporté les pourparlers sine die. Au même moment, Joachim von Ribbentrop s'envolait pour Moscou. Le pacte Molotov-Ribbentrop, signé le 23 août 1939, a bouleversé le monde. Le texte public était un pacte de non-agression d'une durée de 10 ans, assorti de clauses de consultation mutuelle et d'arbitrage. Mais le protocole secret qui l'accompagnait constituait le véritable contenu de l'accord. Il divisait l'Europe de l'Est en sphères d'influence. Les pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, la Finlande et la partie orientale de la Pologne seraient placées sous la sphère d'influence soviétique. La partie occidentale de la Pologne serait placée sous la sphère d'influence allemande. C'était l'application sans détour du principe des grands accords entre puissances qui avait régné sur la diplomatie européenne avant 1914, sans aucun vernis des principes collectifs qui étaient censés avoir remplacé ce système après 1919. Pour Hitler, le pacte résolvait le problème stratégique fondamental. L'URSS étant neutralisée, il pouvait attaquer la Pologne sans risquer une guerre sur 2 fronts qui avaient détruit l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. De plus, il calculait que la nouvelle du pacte paralyserait la Grande-Bretagne et la France. Sans la perspective de l'armée rouge comme contrepoids à l'Est, avec quel argument pourrait-elle défendre militairement la Pologne? Pour Staline, le pacte gagnait du temps. Il permettait de récupérer des territoires que l'URSS avait perdus entre 1917 et 1921. Et il orientait le premier affrontement avec l'Allemagne vers l'ouest et non vers l'est. Tous deux estimaient que l'autre respecterait les termes de l'accord plus longtemps que ce ne fut le cas en réalité. Hitler envahit l'URSS le 22 juin 1941, moins de 2 ans après la signature. La confiance mutuelle de 2 dirigeants qui avaient bâti leur carrière sur la rupture systématique de leurs engagements fut l'ironie la plus sombre de toute cette période. Danzig était le prétexte parfait précisément parce qu'il était le plus justifié. La ville était allemande à tous les égards. Sa population de 357 000 habitants était majoritairement germanophone. Son architecture, sa culture et son histoire la liaient au Reich par des liens plus solides que ceux des Sudètes ou même de l'Autriche. Elle avait été séparée de l'Allemagne en 1919, non pas pour des raisons nationales mais stratégiques. La Pologne avait besoin d'un accès à la mer et Danzig était le port le plus important de la côte baltique à cette latitude. Depuis lors, la ville vivait dans un flou politique marqué par des tensions croissantes. Son administration locale était contrôlée par les nazis depuis 1933. Le haut commissaire de la Société des Nations maintenait formellement le statut spécial de la ville, mais son autorité s'amenuisait d'année en année. Le 24 octobre 1938, à peine 3 semaines après Munich, Ribbentrop présenta pour la première fois en termes formels à l'ambassadeur polonais Józef Lipski les revendications allemandes concernant Danzig. La proposition reposait sur une logique que les Occidentaux eux-mêmes avaient du mal à réfuter. Danzig reviendrait au Reich.
mais la Pologne conserverait de pleines garanties économiques sur le port. Il y aurait une autoroute et une ligne ferroviaire extraterritoriales allemandes traversant le corridor polonais et, en échange, l'Allemagne garantirait les frontières polonaises pendant 25 ans. C'était, en substance, la même formule que celle qui avait été appliquée dans les Sudètes, échanger la souveraineté formelle contre des garanties économiques et de sécurité. Le ministre polonais des Affaires étrangères, le colonel Józef Beck, rejeta la proposition. Il continua à la rejeter à chaque nouvelle proposition. Le refus polonais n'était pas irrationnel. Beck avait observé ce qu'il était advenu des garanties offertes à la Tchécoslovaquie. Elles s'étaient évaporées dès la première crise, et il comprenait les rouages du processus. Danzig était le premier maillon d'une chaîne qui aboutirait à l'intégration de la Pologne dans la sphère allemande en tant qu'État satellite. La différence entre un allié et un satellite était précisément le genre de question sur laquelle aucun compromis n'était possible. Avec la garantie britannique du 31 mars, Danzig cessa d'être une affaire bilatérale germano-polonaise. Elle devint le point où la crédibilité de tout le système des garanties occidentales était en jeu. Si la Grande-Bretagne et la France laissaient Hitler faire ce qu'il voulait à Danzig après avoir donné des garanties explicites à la Pologne, leurs paroles ne vaudraient plus rien dans aucune négociation future. Si elles résistaient, elles risquaient la guerre. Il n'y avait pas d'issue sans un coût inacceptable. L'été 1939 fut une période de paralysie calculée où tous les acteurs savaient que le système était à bout, mais où aucun ne pouvait faire le premier pas. Hitler espérait que les Occidentaux forceraient les Polonais à céder comme ils avaient forcé les Tchèques. Beck espérait qu'Hitler finirait par reculer face à la fermeté polonaise. La Grande-Bretagne espérait qu'une formule de négociation qui n'existait pas encore pourrait être inventée à temps. La France espérait que les Britanniques trouveraient cette formule. Le 22 août 1939, Hitler réunit ses généraux les plus importants à Berchtesgaden. Il leur annonça qu'il avait pris la décision d'attaquer la Pologne. Ce discours n'avait pas pour but d'informer, mais de motiver et d'intimider ceux qui avaient encore des doutes. Il leur dit que la guerre était inévitable et qu'il valait mieux l'engager maintenant plutôt que plus tard. Il leur dit que l'Occident n'interviendrait pas de manière efficace. Puis il prononça une phrase qui en dit autant sur ses intentions que n'importe quelle directive militaire. Qui se souvient aujourd'hui des Arméniens ? C'était le langage du visionnaire qui sait que l'heure est venue. C'était aussi le langage du génocidaire qui anticipe l'impunité. Le 25 août, 2 événements ont bouleversé ses calculs. Mussolini a fait savoir que l'Italie n'était pas en mesure d'intervenir militairement. La liste du matériel de guerre qu'il demandait à l'Allemagne comme condition de sa participation était, selon les mots du comte Galeazzo Ciano, ministre italien des Affaires étrangères, suffisante pour tuer un taureau si un taureau savait lire. Le même jour, la Grande-Bretagne officialisa son alliance avec la Pologne par un traité d'assistance mutuelle signé à Londres. Hitler, qui avait fixé l'attaque à 4h30 du matin le 26 août, ordonna de l'annuler. Les unités qui étaient déjà en mouvement durent être stoppées in extremis. Au moins une unité à la frontière slovaque ne reçut pas l'ordre à temps et attaqua avant d'être arrêtée. Une compagnie de garde-frontières, sous le commandement du lieutenant Hennecke, franchit la frontière et fut renvoyée avec des pertes. Ce fut un avant-goût involontaire de la confusion qu'engendre le fait d'opérer à la limite des délais. Les jours suivants furent marqués par une frénésie d'activités diplomatiques qui se déroulait simultanément à 2 niveaux. Au niveau officiel, l'ambassadeur Henderson transmettait des propositions entre Hitler et le gouvernement de Londres. Au niveau officieux, Göring utilisait le médiateur suédois Birger Dalerus, un homme d'affaires ayant des contacts dans les 2 capitales, comme canal de communication alternatif. Hitler formula une dernière offre qui comprenait la garantie de l'Empire britannique et la promesse d'une alliance avec la Grande-Bretagne une fois la question polonaise réglée. Les Britanniques transmirent les conditions allemandes à Varsovie, exigeant que la Pologne envoie un plénipotentiaire à Berlin. Beck refusa catégoriquement. À 12h40, le 31 août, Hitler signa l'ordre définitif d'attaque. L'opération sous faux pavillon qui a précédé l'attaque a été menée cette même nuit. Franz Honyok, un vendeur de machines agricoles arrêté le 30 août, a été utilisé comme conserve dans le jargon des SS, un corps placé sur les lieux pour simuler une victime ennemie.
Dans la nuit du 31 août, il fut drogué par un médecin SS, transporté inconscient à la station de radio de Gleiwitz et exécuté sur place tandis qu'un commando SS simulait une attaque polonaise. L'épisode dura 13 minutes. D'autres cadavres provenant du camp de concentration de Sachsenhausen furent abandonnés à des points frontaliers. C'était l'alibi fabriqué de toutes pièces pour l'invasion qui allait débuter 5 heures plus tard. À 4h45 du matin, le 1er septembre 1939, les canons du Schleswig-Holstein ouvrirent le feu sur Westerplatte. Westerplatte était un promontoire de sable et de pin à l'entrée du port de Danzig, une bande de terre d'environ 600 mètres de large et 1800 mètres de long où la Pologne entretenait un dépôt de munitions militaires gardé par une garnison de 182 hommes sous le commandement du major Henryk Sucharski. Ces défenses comprenaient des bunkers en béton, des canons anti-chars de 37 mm et, à la surprise des services de renseignement allemands, 2 canons de 76 mm dont l'existence n'avait pas été détectée. L'artillerie du Schleswig-Holstein, dont les trajectoires étaient trop plates pour détruire les bunkers en béton, ne causa que des dégâts limités. Le détachement naval qui avait débarqué depuis le navire pénétra les lignes polonaises mais fut repoussé. Une deuxième attaque à 9 heures du matin, à laquelle participèrent des unités SS sous le commandement du SS Brigadeführer Eicke, échoua également avec environ 35% de pertes, morts et blessés, lors des premiers assauts. La couverture nuageuse a empêché tout appui aérien jusqu'en fin d'après-midi, lorsque 60 bombardiers Stuka ont attaqué les positions polonaises sans résultat notable sur les bunkers en béton. Dans la ville de Danzig, la poste de la Heveliusplatz opposa une résistance que la propagande allemande n'avait pas anticipée. Ces murs de pierre de plus d'1 mètre d'épaisseur, renforcés par des sacs de sable et des volets blindés, en firent une forteresse improvisée qui résista jusqu'en fin d'après-midi. Un canon de campagne a ouvert une brèche dans l'entrée principale, mais ce n'est que lorsque les pompiers ont introduit de l'essence dans les sous-sols et mis le feu au bâtiment que les 51 défenseurs ont été contraints de sortir. Selon la législation militaire allemande, comme ils n'étaient pas des soldats en uniforme, leur défense fut déclarée illégale. Les survivants furent exécutés en tant que Freischärler, des francs-tireurs, à l'issue d'un conseil de guerre tenu 1 mois plus tard. Le souvenir de ces 51 employés des postes polonais qui moururent en défendant un bureau de poste comme s'il s'agissait d'une forteresse allait définir le caractère de la résistance polonaise au cours des années suivantes. Pendant ce temps, sur toute la ligne de 1800 km de la frontière polono-allemande, les plans d'attaque soigneusement préparés au cours des 5 derniers mois entraient en exécution. Le groupe d'armée nord, sous le commandement du général Fedor von Bock, avançait depuis la Poméranie et la Prusse orientale pour couper le couloir polonais et converger sur Varsovie par le nord. Le groupe d'armée sud, sous le commandement du général Gerd von Rundstedt, avançait depuis la Silésie et la Slovaquie en direction de la capitale polonaise par le sud et le sud-ouest. Les panzers du général Heinz Guderian traversaient les plaines polonaises, à des vitesses que les défenseurs ne pouvaient anticiper. Le concept de la Blitzkrieg, la guerre éclair, n'était pas en 1939 le résultat d'une planification doctrinale systématique menée depuis des décennies. Il s'agissait plutôt de la combinaison d'une technologie disponible, les chars, les avions d'appui tactique et les communications radio, et d'une propension au risque ainsi que d'une flexibilité tactique que les armées plus conservatrices de France et de Grande-Bretagne mettraient des années à égaler. La Luftwaffe dominait les airs dès les premières heures. Les villes polonaises commençaient à brûler. De multiples formations de bombardiers cherchaient leurs cibles dans des villes qui s'étaient réveillées sans savoir que c'était le début de la guerre la plus destructrice de l'histoire de l'humanité. Le premier bombardement massif de populations civiles de la Seconde Guerre mondiale ne s'abattit ni sur Varsovie ni sur Danzig, mais sur Wieluń, une ville polonaise de 30 000 habitants sans aucune valeur militaire significative. À 4h40 du matin, le 1er septembre, 5 minutes avant même le tir du Schleswig-Holstein, 21 bombardiers HE-111 et Junkers Ju-87 Stuka du 76e groupe de bombardement ont attaqué le centre-ville, l'hôpital et le quartier résidentiel. Au cours des premières heures, entre 200 et 400 personnes ont trouvé la mort. La ville a été détruite à 75%.
Il n'y avait aucune cible militaire. C'était la répétition d'une tactique que la Luftwaffe allait perfectionner à Guernica, à Rotterdam, à Coventry. En août 1939, les pressions poussant vers la guerre avaient atteint une masse critique. Elles provenaient simultanément de multiples directions et chacune renforçait les autres. La pression économique était réelle et pressante. Le Reich fonctionnait avec une dette interne croissante qui, selon les propres estimations de Schacht avant sa démission, était insoutenable au-delà de 2 ou 3 ans sans injection de ressources extérieures. En janvier 1939, lorsque Schacht remit son dernier mémorandum d'avertissement à la Reichsbank, la masse monétaire allemande avait augmenté davantage en 10 mois qu'au cours des 5 années précédentes. La structure des prix et des salaires s'était effondrée. La qualité des biens de consommation se détériorait visiblement. Il n'existait aucun mécanisme technique capable d'éviter l'effondrement monétaire si les dépenses continuaient à croître sans limite. La pression stratégique découlait du calendrier de réarmement des adversaires. En 1939, la Luftwaffe disposait d'environ 4000 avions de première ligne, contre 3100 pour la Grande-Bretagne et la France réunies. Mais la situation allait s'inverser en 1940. La production de chasseurs britanniques, Spitfires et Hurricane, dépasserait celle de l'Allemagne cette année-là. La bataille d'Angleterre, durant l'été 1940, allait démontrer que la Luftwaffe ne disposait pas de la supériorité que tout le monde, y compris ses propres planificateurs, avait tenue pour acquise. L'écart était bien plus faible que prévu. En matière de blindés, l'Allemagne disposait d'un avantage quantitatif, mais pas qualitatif. Les chars français Matilda et les chars britanniques Churchill étaient techniquement supérieurs aux Panzer I et Panzer II qui constituaient la majeure partie du parc blindé de la Wehrmacht en 1939. L'avantage allemand résidait dans l'organisation, la doctrine et le commandement tactique, et non dans le matériel. Cet avantage était plus difficile à quantifier, mais aussi plus difficile à reproduire, et il allait s'amenuiser à mesure que les armées occidentales apprendraient. La pression politique interne était moins visible, mais tout aussi réelle. Hitler avait besoin de succès continus pour maintenir le consensus qui constituait la base de son pouvoir. Chaque année qui s'écoulait sans nouvelle victoire spectaculaire était une année de plus d'usure. Les factions du parti, jamais complètement unifiées, générait des tensions que seule l'inertie du succès pouvait contenir. La convergence de ces pressions à l'été 1939 a créé ce que les historiens appellent une conjoncture critique, un moment où la somme de tous les vecteurs pointe dans la même direction et où l'inertie du système devient presque impossible à arrêter. La question de savoir pourquoi ce fut 1939 et non 1938 ou 1941 appelle une réponse complexe. En 1938, l'économie allemande pouvait encore respirer grâce aux ressources de l'Autriche et des Sudètes. Les Mefo-Wechsel n'arrivaient à échéance qu'en 1939. L'armée polonaise n'avait pas été identifiée comme une cible prioritaire avant mars 1939. L'URSS était encore un facteur stratégique imprévisible. Aucun élément n'imposait d'agir en 1938 avec l'urgence que 1939 allait imposer. En 1941, la situation se serait détériorée de manière irréversible. Les réserves allemandes de carburant et de matières premières étaient déjà à la limite en 1939 avec des stocks suffisants pour à peine quelques semaines de combats intenses. La Grande-Bretagne accélérait son réarmement avec une énergie qui lui permettrait de doubler sa production d'avions de combat en 1940. L'avantage tactique de la Wehrmacht en matière d'organisation et de doctrine allait s'amenuiser à mesure que ses adversaires étudieraient ses méthodes. L'armée rouge, dépouillée de ses meilleurs généraux par les purges de 1937 à 1938, était à son point le plus faible et en pleine reconstruction. La fenêtre était ouverte et se refermait. Le 31 août 1939, l'ambassadeur Lipski rencontra Ribbentrop à 18h30 à la chancellerie du Reich à Berlin. La réunion dura moins d'une demi-heure. Ribbentrop demanda si Lipski disposait de plein pouvoir pour négocier. Lipski répondit que non, que sa mission consistait à faire savoir que le gouvernement polonais envisageait favorablement les propositions de médiation britanniques. Ribbentrop ne lui communiqua pas les conditions allemandes qui étaient techniquement prêtes,
mais qu'Hitler avait ordonné de ne pas révéler dans ces circonstances. Il n'y eut aucun échange de propositions. Il n'y eut aucune négociation. Il n'y eut rien. La seule occasion où les deux pays discutèrent directement de la crise de Danzig tout au long de l'été 1939 prit fin en moins de 30 minutes sans qu'aucune parole pertinente ne fût échangée. Lorsque Lipski quitta le bâtiment, les plans d'attaque prévus pour 4h45 du matin étaient déjà opérationnels. Ce qui s'est passé entre le 1er et le 3 septembre 1939 révèle la nature du système international qui a conduit à la guerre. La Grande-Bretagne et la France avaient des obligations formelles envers la Pologne. L'Allemagne l'avait attaquée. La logique indiquait une déclaration de guerre immédiate. Ce qui s'est passé fut différent et plus révélateur. La France voulait attendre. La raison officielle était que l'état-major avait besoin de temps pour achever la mobilisation. La véritable raison était que le ministre des Affaires étrangères, Georges Bonnet, continuait à chercher toute issue permettant d'éviter la guerre. Mussolini, reprenant avec une fidélité extraordinaire le rôle qu'il avait joué à Munich, proposa une conférence des 4 puissances pour le 5 septembre, à la condition préalable que Danzig soit cédé à l'Allemagne. C'était l'architecture d'un second Munich mis en place, alors que les troupes allemandes avançaient vers Varsovie. Chamberlain se présenta devant la Chambre des communes le 2 septembre, prêt à expliquer pourquoi les négociations se poursuivaient. Il y trouva une rébellion parlementaire sans précédent dans la politique britannique moderne. Les conservateurs, qui avaient fidèlement soutenu le gouvernement pendant des années, étaient furieux. Léo Amery, un conservateur chevronné qui avait été secrétaire d'État aux colonies, s'écria à l'adresse d'Arthur Greenwood, qui représentait le chef travailliste absent, Hugh Dalton. « Parlez au nom de l'Angleterre ». Greenwood prit la parole et déclara que s'il n'y avait pas d'ultimatum allemand le lendemain, la position du gouvernement serait intenable. Les ministres du cabinet eux-mêmes avertirent Chamberlain en privé que le gouvernement tomberait s'il n'envoyait pas l'ultimatum avant la prochaine session parlementaire. L'ultimatum britannique fut remis à 9h du matin, le 3 septembre. L'ambassadeur Henderson le remit en personne au ministre des Affaires étrangères Weizsäcker. Le délai était de 2 heures. À 11h, Chamberlain s'adressa à la nation par la radio d'une voix que ses contemporains décriront comme celle d'un homme qui avait vieilli de 10 ans en une semaine. Ce matin, l'ambassadeur à Berlin a informé le gouvernement allemand que, à moins que nous ne recevions avant 11h un avis de leur part indiquant qu'ils sont prêts à retirer immédiatement leurs troupes de Pologne, un état de guerre existera entre nous à partir de cette heure-là. Il fit une pause. Nous n'avons reçu aucune notification de ce type. En conséquence, ce pays est en guerre avec l'Allemagne. L'ultimatum français fut remis à midi et expira à 17h. La guerre générale en Europe était un fait. Varsovie, qui résistait depuis l'aube du 1er septembre, était déjà en feu. Il n'y a pas de cause unique à l'éclatement de la guerre en septembre 1939. Il y a une convergence de pressions qui, cumulées, ont fait de cette date la seule possible dans la logique de chacun des acteurs impliqués. Du point de vue allemand, 1939 était le moment le plus propice, dans une fenêtre temporelle, qui se refermait de manière irréversible. Le réarmement avait atteint un niveau suffisant pour remporter des guerres courtes et décisives contre des adversaires individuels. La Grande-Bretagne et la France se réarmaient plus rapidement que ne le reconnaissait la propagande. L'avantage relatif de l'Allemagne diminuerait au fil des années. Le pacte avec l'URSS éliminait le risque d'une guerre sur 2 fronts qui avaient détruit l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. L'économie du Reich avait besoin de nouvelles ressources, sous peine de faire face à une crise financière interne qu'aucune manœuvre ne pourrait résoudre indéfiniment. Les Mefo-Wechsel commençaient à arriver à échéance en 1939, créant une pression financière différée qui se transformait en urgence budgétaire. La dynamique politique interne exigeait le maintien d'une série de succès que l'inaction sur Danzig risquait de briser. Du point de vue occidental, 1939 fut l'année où le prix politique de l'apaisement dépassa définitivement le prix de la guerre. L'occupation de Prague détruisit le discours qui rendait tolérable chaque concession antérieure, celui selon lequel Hitler avait des objectifs nationaux légitimes qui pouvaient être satisfaits et qu'une fois ceux-ci satisfaits, le système se stabiliserait. Après Prague, ce discours était intenable.
L'opinion publique en Grande-Bretagne et en France, qui avait applaudi Munich avec un réel soulagement, exigeait désormais la résistance avec une fermeté que les gouvernements ne pouvaient ignorer sans perdre le pouvoir. Du point de vue soviétique, 1939 fut l'année où il devint clair que les démocraties occidentales n'avaient pas l'intention de construire un front commun incluant l'URSS sur un pied d'égalité réelle. Le pacte avec l'Allemagne fut la réponse. Si personne ne voulait défendre les intérêts soviétiques, Staline défendrait les siens unilatéralement en récupérant les territoires perdus et en gagnant du temps face à une confrontation qu'il considérait comme inévitable. Du point de vue polonais, 1939 fut l'année où l'illusion d'une position intermédiaire entre l'Allemagne et l'URSS devint totalement intenable. L'histoire de la Pologne, avec ses disparitions répétées de la carte européenne au cours du siècle précédent, avait enseigné une leçon que Beck avait parfaitement assimilée. Céder à la pression ne garantissait pas la survie. La Tchécoslovaquie avait cédé à Munich et 6 mois plus tard avait tout de même disparu. Résister était la seule position qui préservait la dignité de l'État, même si elle ne garantissait pas sa survie physique. Que ce calcul se soit avéré erroné, que la survie de la Pologne n'ait été l'objectif réel ni de Berlin ni de Moscou, n'en change rien en tant que calcul. Il était rationnel dans le cadre de ses propres prémices. Il y avait en outre une dimension plus profonde qui reliait tous ces niveaux, l'effondrement de la confiance en tant que monnaie d'échange internationale. Depuis 1936, Hitler avait démontré à maintes reprises que ses promesses ne valaient rien au-delà du moment où elles lui convenaient. Il avait remilitarisé la Rhénanie après avoir promis de respecter les traités. Il avait annexé l'Autriche après avoir promis de respecter son indépendance. Il avait occupé Prague après avoir promis à Munich qu'il n'avait plus d'exigences territoriales. Chaque violation d'une promesse rendait la suivante moins coûteuse en termes de réputation, car celle-ci était déjà détruite. Et sans la possibilité de se fier aux promesses, la seule monnaie qui restait était la force. Les démocraties occidentales pouvaient offrir des concessions, mais sans la certitude que ces concessions apporteraient une paix durable. Ce qu'elles offraient était exactement la même chose qu'elles avaient offert lors de chaque crise précédente, un répit avant la crise suivante. Hitler, qui le savait, n'avait qu'un seul argument pour négocier, la menace de la force. Les Polonais, qui le savaient aussi, n'avaient qu'un seul argument pour résister, la certitude que céder ne servirait à rien. Le mécanisme qui a déclenché la guerre n'était pas uniquement la méchanceté d'un homme, ni uniquement la lâcheté des autres. C'était un système d'État qui avait perdu la capacité de communiquer avec honnêteté, car toute communication honnête menaçait une position que chacun considérait comme essentielle à sa survie politique. Le traité de Versailles avait créé une Allemagne suffisamment rancunière pour vouloir renverser l'ordre européen, mais suffisamment forte pour pouvoir le tenter. La reprise économique sous le nazisme avait donné à cette rancœur l'énergie matérielle d'une véritable armée. L'apaisement avait nourri les ambitions d'Hitler en confirmant à maintes reprises que les concessions s'obtenaient par la pression et non par la négociation. L'exclusion de l'URSS du système de sécurité collective avait privé ce système de son seul contrepoids efficace à l'Est. La garantie donnée à la Pologne avait créé une obligation qui faisait de Danzig le point où aucune des parties ne pouvait céder sans conséquences inacceptables. Le 1er septembre 1939 n'a pas été le jour où une volonté a triomphé des autres. Ce fut le jour où les mécanismes de résolution pacifique du conflit se sont épuisés simultanément pour tous les acteurs impliqués. Chacun avait atteint sa propre limite pour des raisons différentes et selon des chronologies différentes, mais tous sont arrivés au même point, au même moment. La réponse à la question « Pourquoi 1939 ?» est à la fois simple et profonde, parce que c'est l'année où les pressions accumulées pendant 2 décennies ont simultanément dépassé la capacité de tous les systèmes disponibles à les absorber. Versailles avait semé la graine, Weimar l'avait nourrie sur un sol fertile. Le nazisme en avait fait quelque chose capable de détruire tout le jardin. L'apaisement avait arrosé cette plante dans l'espoir qu'elle pousse dans la bonne direction. Et l'échec des négociations soviétiques avait privé le monde du seul pare-feu qui aurait pu contenir l'incendie, alors qu'il était déjà trop tard pour l'éteindre avec des mots. La guerre qui a éclaté le 1er septembre 1939 n'était pas celle que presque aucun de ses protagonistes n'avait voulu ou prévu.
Hitler s'attendait à une crise diplomatique qui se résoudrait sans combat général, comme cela s'était produit auparavant. La Grande-Bretagne et la France espéraient que la garantie donnée à la Pologne aurait un effet dissuasif sans qu'il soit nécessaire de la respecter. Staline espérait rester en marge pendant que les capitalistes se détruisaient mutuellement. Beck espérait que la fermeté polonaise tiendrait l'Allemagne à distance indéfiniment. Aucun d'entre eux n'a obtenu ce qu'ils cherchaient. Tous ont contribué, chacun à sa manière et selon sa propre logique, à produire exactement le résultat qu'ils prétendèrent vouloir éviter. C'est ce qui fait de 1939 non pas simplement une date sur le calendrier, mais le nœud où convergent 20 ans de décisions prises, de décisions évitées et de conséquences que personne n'a correctement calculées jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de les défaire. Dans les semaines qui suivirent, l'armée polonaise allait se battre avec une férocité qui surprit ses envahisseurs. Westerplatte résista 7 jours. Les cavaliers de la brigade de cavalerie Pomorska chargèrent les chars allemands sabres au poing, non par ignorance technologique, mais par désespoir tactique face à l'absence d'armes anti-chars. Varsovie ne fut évacuée que le 27 septembre. Et lorsqu'elle tomba enfin, les derniers défenseurs se souvinrent de l'après-midi du 1er septembre, avec une précision que le temps n'effacerait pas, le premier jour où le monde comprit qu'il était entré dans une guerre qui ne prendrait fin qu'après avoir coûté la vie à plus de 60 millions de personnes. L'horloge qui s'était mise en marche dans la galerie des Glaces de Versailles en juin 1919 acheva son compte à rebours le 1er septembre 1939, à 4h45 au son des canons du Schleswig-Holstein ouvrant le feu sur Westerplatte.